parole est à vous. Bonsoir, je suis ravi d'être ici. Merci de m'accueillir. Je suis à la fois ravi et un peu impressionné parce que l'avantage quand vous exposez des concepts marxistes ou vous proposez une analyse avec des termes marxistes, que ça ne s'y réduit pas, mais enfin quand même, aujourd'hui, personne ne peut vous contredire puisque personne n'en sait rien finalement. Surtout moi j'ai fait Sciences Po, etc. Donc on a des gens qui disent Marx, y compris à Sciences Po, mais disons que dans le milieu de ce qu'on appelle les politologues, moi je ne me reconnais pas en ce terme, mais moi je suis un sondeur. Mais un sondeur c'est un métier, comme plombier, etc. Moi je suis sondeur, c'est mon métier. Politologue, il y en a 47 millions, puisqu'il y a 47 millions de personnes inscrites sur les listes électorales, je peux à ma connaissance en France, mais disons, vous voyez ce que je veux dire, les commentateurs, les analystes, etc. Leur culture marxiste, généralement, est à peu près nulle. Ceux qui, du coup, réduisent ça, comme Éric Zemmour d'ailleurs, à, qu'est-ce qu'il dit toujours, lui comme disait Marx, l'histoire se reproduit toujours deux fois, etc. Enfin, vous connaissez, parce qu'en plus, une citation particulièrement inexacte, c'est une fois où Marx s'est trompé, puisque 18 Brumaire, la première fois, était plutôt une farce, et la seconde fois, plutôt une tragédie. Donc, ça ne fonctionne pas, son truc. Mais donc voilà, donc je suis très impressionné, et en plus, parce que je m'attends donc justement à subir le feu roulant de la critique, mais je suis particulièrement content en réalité de pouvoir échanger avec des gens qui s'y connaissent un peu et de pouvoir confronter mes interprétations. Voilà, donc le bouquin précédent a reçu, comment dirais-je, l'aval, d'après ce que j'ai lu dans la sociale de Nicolin, donc je m'en suis bien tiré pour celui-ci, pour le second je ne sais pas encore, mais donc voilà. Alors, je vais me présenter un tout petit peu malgré tout, sans rentrer dans les détails. Donc j'ai 56 ans, je suis né en 1966 à Alger, mes parents étaient coopérants. Et j'ai raté l'ENS et ensuite j'ai réussi Sciences Po et donc j'ai travaillé à Sciences Po. Enfin, j'étais à Sciences Po à la toute fin des années 80, début des années 90. Alors c'est important en ceci que donc je suis à Sciences Po, j'apprends la chute du mur de Berlin, j'étais à l'amphi Boutmy, je crois. Et donc si vous voulez, c'est le moment, si vous voulez, où c'est un peu le nadir de la pensée marxiste en France. C'est-à-dire que à Sciences Po, personne n'est marxiste. Il y a quelques profs, notamment d'économie, qui ne sont pas spécialement de gauche d'ailleurs, qui nous disent de temps en temps que Marx, c'est pas inintéressant, mais ça fait rigoler tout le monde. C'est-à-dire que vraiment, à la fin des années 80, dans le milieu étudiant, moi j'arrive à un moment, si vous voulez, où tout ça est terminé. Alors j'ai connu quand même j'avais fait un double cursus à Paris 1, et donc j'étais à la fois à Tolbiac et à la Sorbonne en novembre 1986. Je participe, enfin je me lance à entraîner dans un mouvement qui m'intéresse, a priori j'étais plutôt réticent d'ailleurs, c'était le mouvement contre la loi de Vaquet. Donc là je rencontre des gens, donc il y avait, mais il n'existait plus, enfin vous avez connu ça aussi, la décomposition militante était déjà très avancée, et disons que j'ai compris au bout de quelques jours, étant à Tolbiac, que comment dirais-je, que les querelles que je voyais en AG, je n'ai pas compris ça tout de suite, correspondaient aux anciens de la LCR, confrontés, donc autour de Julien Drey, confrontés aux anciens de du PCI, autour de Cambadélis, grosso modo, de Crampincky, avec qui je sympathise très rapidement, et Pierre-François Agron de l'autre côté, avec qui je sympathise également beaucoup plus durablement. Pierre-François Agron qui était à l'époque, comme vous le savez, à la LCR. Et ça me politise pas mal, enfin au départ, et, enfin, je retrouve en réalité à cette occasion des éléments de mon éducation, mais enfin, donc moi je ne rejoins pas la LCR, mais je reste assez proche, disons, de ces différents courants de ce qui restait de l'extrême gauche à l'époque, et j'étais relativement proche de la LCR, puis après, de manière parallèle, relativement proche du MDC de Jean-Pierre Chevènement. C'est à peu près ça, mais sans que ce soit un engagement ponctuel important sur des mouvements sociaux, mais sans que ce soit un engagement militant durable, à la fois par un manque de confiance dans ce que ça pouvait donner à l'époque, et puis aussi rapidement je deviens sondeur, et donc en 90 en fait je travaille dans les sondages, je fais mon service militaire à Matignon là, au SIG, et je travaille sur les sondages, ça me paraît assez intéressant, je vous en dirai quelques mots tout à l'heure. Et là, on est tenu à une neutralité de façade au moins, et de fait, on peut pas. L'engagement devient un peu compliqué dans ses formes traditionnelles. Et puis par ailleurs, j'ai gardé moi un intérêt particulier, y compris dans mon travail, pour tous les mouvements sociaux et notamment les manifestations. Et avec un camarade, qui s'appelle le professeur Olivier Filleul, on avait travaillé pour le CNRS sur la méthodologie et Nona Meyer par exemple, et Pierre Favre. On avait mis au point une méthodologie de sondage dans les manifestations, ce qui m'a ensuite été un excellent prétexte pour assister à toutes sortes de manifestations, notamment récemment aux principaux actes, notamment au premier des Gilets jaunes.
Voilà. Et après, bon, maintenant je suis sondeur. C'est un sondeur qui va vous parler. Le matériau que j'utilise, c'est quand même les données d'opinion. Et puis par ailleurs, ce que j'utilise aussi un petit peu quand même, c'est le métier de sondeur tellement décrié. Un avantage quand vous le faites, c'est que vous êtes confronté à tous les courants politiques, mais également à des professions très diversifiées, que ce soit bien sûr tout ce qui est élus locaux, syndicalistes, patronat, médias, et vous êtes tenu à un devoir de réserve, ce qui fait que les gens vous racontent beaucoup de choses. Et que c'est vrai tout de suite d'ailleurs, moi ce qui m'a beaucoup plu dans ce métier-là, c'est que ça me permettait de confronter des hypothèses, disons, idéologiques que j'avais pu recevoir par rapport à des réalités. Donc à changer d'avis sur certains sujets et être au contraire confirmé sur d'autres. Par exemple, c'est en travaillant notamment pour beaucoup de mairies communistes, j'étais à l'Institut Louis Harris et on travaillait beaucoup pour des mairies communistes de la région parisienne, que je me suis rendu compte que le sentiment d'insécurité correspondait souvent à une insécurité assez réelle et que la demande de commissariat, etc., n'était pas exprimée uniquement par des entrepreneurs en panique morale, mais bien par praticiens, des gens qui étaient là. Voilà, donc, assez rapidement, par rapport à certains, disons, ma culture politique acquise ou développée en milieu étudiant, je me retrouve confronté à des réalités par ce biais étrange des sondages qui m'intéressent, donc déjà par l'information qu'on recueille, et puis ensuite par la confrontation qu'on peut avoir avec nos commanditaires et avec toutes sortes de personnes qu'on rencontre. C'est quand même assez intéressant, ça permet de voir un petit peu aussi, disons, l'arrière du décor, quoi, en quelque sorte, les coulisses, et donc, bon, c'est pas... C'est assez variable, parfois on apprend, on est simplement confirmé, mais d'autres on est parfois un peu ébranlé. Donc voilà, si vous voulez, d'où je parle, et j'ai fait 4 bouquins, le premier était totalement nul, était aussi pénible à écrire qu'à lire, d'ailleurs personne ne l'a lu, qui s'appelait Fauteuil pour 10, je crois, qui était un bouquin de sondeur, vous voyez, bon, j'essayais de regarder les chances des uns et des autres, c'était il y a 15 ans, c'était avant 2007, je crois. Bon, un bouquin, voilà. Il y a un deuxième bouquin, pardon, qui était plus intéressant, qui s'appelle Le Nouvel Ordre démocratique. Donc ça, je l'ai écrit en août 2015. Et là, je suis encore un peu intimidé, donc j'écris encore essentiellement, c'est moitié un livre de sondeur, moitié un livre d'autre chose, disons. Mais c'est pas un bouquin qui a très peu marché, celui-ci également. Mais c'est un bouquin dont je suis plus satisfait parce que c'était une critique, disons, du clivage gauche-droite et plutôt l'annonce de son effacement à l'occasion des élections de 2017. Alors, malheureusement, je n'avais pas cité le nom d'Emmanuel Macron, sinon ça serait la gloire, mais c'était quand même intéressant parce que je me suis dit, tiens, ça veut dire quand même que les outils que j'utilise ne sont pas complètement absurdes, parce que c'est août de 2015 qu'il est écrit, et ça annonce que le second tour de 2017 sera l'occasion d'une réconciliation des libéraux des deux rives, en quelque sorte, et face à un populisme qui... en réalité remplacera en grande partie la gauche électorale. Et comment l'effondrement de la gauche à partir de 2014 va engendrer le basculement, le remplacement du clivage. Mais ça reste encore un livre, si vous voulez, où j'utilise, pour ceux que ça peut intéresser, j'utilise essentiellement un auteur qui s'appelle Pierre Martin. Pierre Martin, en France, c'est celui qui a introduit l'idée des alignements électoraux. Les alignements électoraux, c'est important parce que c'est une notion qui est souvent contestée par toutes sortes de personnes aujourd'hui. Parce que oui, j'appartiens à la génération, si vous voulez, on nous a tous raconté que la société, on ne disait pas encore la société liquide à l'époque, mais que la société était devenue individualiste, que la société se fragmentait, on ne disait pas encore archipélisation. Tout ça, à la fin des années 80, on disait, comme vous le savez, on racontait déjà tout ça. Moi, j'étais assez réticent, d'autant plus que la méthode des sondages repose sur la méthode des quotas. Et la méthode des quotas, c'est en fait, si on y réfléchit, un raisonnement qui est profondément déterministe. C'est l'idée que pour que notre échantillon soit représentatif, qu'on représente les catégories d'âge, de sexe, de régions, et puis surtout les catégories sociales. En fait, la plupart des sondages, même ceux qui prônent le fait que maintenant c'est plus qu'une société d'individus, le font à partir d'études qui reposent sur un modèle précisément déterministe. Les gens ne s'en rendent pas compte. Mais les sondages ne s'en rendent pas compte. Ils sont là à dire. Parce que sinon, on ne ferait pas des quotas si des gens étaient indéterminés par leurs conditions sociales. Ça n'aurait pas de leur situation. Donc c'est une forme de contradiction qui est très peu développée. Donc, je trouve moi qui dans tout petit univers, c'est de l'humour de sondeur, mais je trouve ça rigolo. Et donc, vous avez donc... où est-ce que j'en étais du coup oui, la théorie des alignements, c'est quelque chose de très simple qui n'a rien de marxiste. D'ailleurs, ça vient des États-Unis, c'est notamment, et puis un auteur qui s'appelle Rokan, qui est un auteur norvégien. Théorie des alignements, c'est ce que c'est n'importe quel élu de droite, de gauche ou de nulle part. C'est le fait que les catégories sociales ont tendance à aligner leur vote collectivement
sur tel ou tel courant politique. C'est aussi bête que de dire que, bon, après, c'est une donnée évidente de la conscience, mais que les gens nient dans mon univers, dans l'univers des médias et des commentateurs, et que les institutions se sont même données comme but de nier, c'est-à-dire le fait que le vote n'est pas individuel, mais bien que ne correspond pas à des humeurs, mais que le vote est très déterminé par la position sociale, que grosso modo, le pharmacien libéral de Neuilly va voter un peu moins facilement Besancenot que l'instituteur habitant à Montreuil. C'est un truc, il n'y a rien de plus simple que ça, rien de plus évident, et de fait, tous les élus, quand ils font campagne, raisonnent là-dessus. Donc c'est la théorie des alignements, et le fait que... c'est un peu plus complexe que ça, évidemment, et qu'on est en train d'assister à un désalignement électoral qui va modifier notre système partisan, et que la gauche en est la première victime, c'est le fait que, sous le coup du quinquennat Hollande, venant après toutes sortes de déconvenues, les catégories qui votaient traditionnellement à gauche sont en train de retirer leur préférence à ce vote de gauche. Exemple que je cite souvent, 2014, la ville de Limoges, la Rome du socialisme, comme vous le savez, qui d'un seul coup se met à voter à droite, et qui confirme son vote ensuite au départemental et depuis. Et donc, ça aussi, il n'y a rien de marxiste là-dedans, c'est simplement dire, en plus c'est intéressant Limoges parce qu'il ne se passe pas grand-chose. En fait, j'ai un peu travaillé ensuite, il y a un problème, il y a des questions liées à l'immigration qui sont en fait très importantes, contrairement à ce que je croyais. Mais sinon, il n'y a pas d'usine qui ferme, il n'y a pas de grands drames sociaux comme ça, mais malgré tout, les gens se retirent leur confiance à la gauche et que la gauche n'arrive plus à représenter les intérêts de certaines catégories qui lui étaient restées fidèles et grâce auxquelles elle avait pu survivre, y compris à ces différents exercices du pouvoir. Donc ça c'est le bouquin, mais je suis assez prudent. Et puis il y a 2 ans, j'écris donc Bloc contre Bloc, parce que j'étais, pour les éditions du Cerf, parce que j'étais confronté à ce qui me paraissait une évidence, sortie des sondages que je lisais forcément quasiment tous les jours, et je m'aperçois, ce qui est très banal, hein, mais qu'à partir de 2016, quand Macron est candidat, donc, eh bien, je m'aperçois qu'il y a vraiment un alignement électoral remarquable de 2 catégories sur le vote, l'attention de vote Macron, puis le soutien aux réformes, le soutien à Macron, etc. Et ces 2 catégories, alors, en fait, il y en a 3. Il y en a 2 qu'on voit dans les sondages et une qu'on ne voit pas. Alors, celle qu'on ne voit pas dans les sondages, c'est bien sûr ce qu'on peut appeler l'élite réelle, c'est-à-dire le fait que vous avez des décideurs, des propriétaires tout simplement, de moyens de production, de moyens de médias, etc., qui choisissent, qui hésitent, qui, après l'échec de la solution Juppé aux primaires, de la solution Valls, commencent à miser sur une solution qui n'est pas la solution classique, qui est la solution Fillon, mais une solution plus intelligente sans doute, qui est la solution Macron. Ça correspond un peu au bouquin précédent, ce que j'avais dit, ça sera la réconciliation des libéralismes autour de cela. Bouquin précédent, excusez-moi, qui avait été largement inspiré par Pierre Martin au niveau d'analyse électorale, mais au niveau plus idéologique, reprenait très largement les écrits de Jean-Claude Michéa. C'est-à-dire le fait que sa théorisation d'une solidarité naturelle, du libéralisme économique et du libéralisme culturel. Moi, ça m'avait beaucoup frappé. Il m'a semblé, quand j'ai vu apparaître, si vous voulez, Macron, je me suis dit, mais c'est vraiment, on est en train de lire, c'est du Michéa dans le texte. C'est-à-dire qu'au lieu il nous permet de sortir de ce jeu de rôle et de cette opposition de plus en plus factice entre les 2 libéralismes, le libéralisme culturel porté par une certaine gauche, le libéralisme économique porté par une certaine droite. Et que c'est une solution qui est assez intelligente et qu'effectivement, donc je vois tout simplement les sondages, excusez-moi, donc je vois simplement, bon, il y a l'élite réelle, ça on voit, il y a des reportages qui commencent à sortir sur la liste des donateurs. Moi, je suis allé assister, je ne suis pas assisté au meeting, j'ai assisté à l'entrée dans le meeting fondateur du macronisme, qui est le meeting du 12 juillet 2016 à la Mutualité. Et je vois les gens qui arrivent. Petite anecdote, je connais bien Bruno Jeudi, donc je me suis retrouvé avec Bruno Jeudi, j'étais bien un peu à l'écart, du coup on était encerclés par des gens de Sud, disant « Ah, il y a des doxosophes, il y a des chiens de garde, etc. » Donc enfin bref, à l'époque je passais assez dans l'air, donc donc je me suis retrouvé dans une situation embarrassante, j'ai envie de leur dire « C'est plus compliqué que ça. » Voilà. Et donc, là, je vois bien qui arrive, et je reconnais des enfants de grands patrons, etc. Et on voit bien la population très particulière qui va assister à ce meeting. Si vous voulez comprendre le macronisme, c'est très simple, lisez, relisez, c'est pas un très bon texte, mais c'est très clair, le discours fondateur de Macron à la Mutualité. Macron dit tout ce qu'il va faire, il dit à qui il s'adresse, il dit même qu'il faut qu'on soit gentil avec la France d'en bas et qu'on ne se méprise pas trop, ce qui veut bien dire qu'il parle à la France d'en haut. Enfin, il est devant les siens en quelque sorte, il veut rassembler ses troupes et ses donateurs, et il est incroyablement cash, comme très souvent Emmanuel Macron, c'est une grande vertu analytique de ce point de vue-là, il nous fait gagner du temps.
Or, vous avez donc ça. Dans les sondages, c'est très clair. Le monde des cadres commence à se prononcer de plus en plus massivement pour Emmanuel Macron. Alors non seulement là, ce qu'on peut appeler la classe managériale au sens le plus général du terme et qui intègre même le monde de l'enseignement. 38% des enseignants ont quand même voté pour Macron au premier tour en 2017. 50% des professeurs agrégés, c'est assez marrant, mais donc vous avez 38%. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron au premier tour de 2017 aura le scrutin de 47% des anciens électeurs de premier tour de François Hollande. Donc là, il y a une composante de gauche, etc. Mais les cadres du privé, ça tout le monde le comprend, mais également les cadres du public. Voilà. Pour les cadres du privé, c'est assez intéressant de voir qu'il y a eu une enquête. C'est un bouquin aux éditions de la Découverte qui s'appelle Entrée rêveur, sortie manager sur les écoles de commerce, qui reprend un peu les travaux de Boltanski dans le nouvel esprit du capitalisme. Et il y a eu un sondage, enfin un sondage, non, c'est pas un sondage d'ailleurs, c'est un vote de paille qui a été organisé juste avant le premier tour de 2017 dans les principales écoles de commerce françaises. 50% de mémoire, en arrondissant, ça n'a aucune importance, des élèves de ces grandes écoles de commerce votent Macron dès le premier tour. Seulement 20% Fillon, un certain nombre d'ailleurs, 15% je crois, Mélenchon, et Marine Le Pen, je ne sais plus. Oui, je me souviens plus, c'est 1,83 ou 2,83. Donc c'est d'être 1,83%. Je rappelle que c'est des décimales, mais pas du chiffre. Donc ça dit quelque chose, ça c'est intéressant. Et puis je m'aperçois aussi que les retraités, en grande partie, votent pour Macron. Et pas forcément des retraités si prospères. Alors à partir de là, j'essaye de développer donc cette notion de ce que j'appelle le bloc élitaire. Donc j'ai écrit ça avant le bouquin de Bruno Amable et de Palombarini qui ont écrit le bloc bourgeois, je tiens à le préciser. Enfin non, je parle du bloc élitaire avant et j'écris mon bouquin après. Donc j'ai échangé avec eux, ils n'étaient pas loin de m'accuser de l'avoir plagié, c'est totalement faux. Je parle du bloc élitaire, moi, tout de suite de la campagne de 2017 là-dessus. Mais après, effectivement, comme on était arrivé aux mêmes conclusions très largement sur cette description de ce bloc bourgeois au bloc élitaire, pas du tout sur le bloc populaire, vous allez voir tout à l'heure, mais sur ce bloc bourgeois, c'est une évidence. Et quand j'écris le bouquin, d'ailleurs, bloc contre bloc, qui sont tous centrés en réalité sur ce bloc élitaire, j'ai l'impression de faire visiter un immeuble. Et je montre, parce que c'est là sous mes yeux. Et c'est d'ailleurs, il va avoir un certain succès d'estime dans la presse, il va recevoir le prix des députés, donc donné a priori par des députés qui, pour la majorité d'entre eux, sont LREM. Et donc, ça correspond, si vous voulez, à quelque chose auquel on assiste. Et cette composition de ce que j'appelle un bloc, je vais vous dire pourquoi, eh bien, n'a pas changé. Si vous prenez les intentions de vote aujourd'hui pour l'élection présidentielle, je pense que la dernière fois, j'ai vu que c'était 44% des cadres qui votaient pour Macron dès le premier tour. Les retraités ont maintenu aussi une certaine part. Alors, pour essayer de comprendre ce que j'ai sous les yeux, j'utilise, mais sans trop en parler, ça sera l'objet du livre suivant, la notion de bloc historique de Gramsci, et en tout cas ce que j'en comprends. Moi, je n'ai pas lu Gramsci. J'ai lu Marx, mais je n'ai pas lu Gramsci. Un type qui essaye de ne pas se faire comprendre par ses premiers lecteurs, c'est-à-dire ses geôliers. Alors déjà, ce genre de littérature, c'est vraiment très clair, mais quand en plus on écrit pour ne pas se faire comprendre, c'est particulièrement confus. Donc moi, j'ai utilisé les bouquins là-dessus de Piot, un vieux bouquin d'Hugues Portelli, 1970-72, Gramsci et le bloc historique, les bouquins d'un jeune homme qui travaille à l'université de Shanghai qui s'appelle Nathan Sperber, qui a également écrit un bouquin qui est pas mal, d'introduction à Gramsci. Et ce que je comprends du bloc historique, ben, je l'utilise en me disant, voilà, il y a un bloc élitaire, il a une forme politique, donc son incarnation par Macron, mais ça à la limite c'est pas très important, ça serait pas Macron, ça serait quelqu'un d'autre. Macron n'est pas créateur du macronisme, si j'ose dire. Donc il incarne parfaitement. Donc une forme politique qui est effectivement une vraie réconciliation de la gauche libérale et de la droite libérale, qui avait de moins en moins de raisons objectives de s'opposer, qui on trouve l'opportunité en 2017 de se réunir. À la fois, ils en ont la possibilité, mais ils ont aussi le besoin, parce qu'entre-temps, il y a un vote dit populiste, on y reviendra, qui est en train de monter. Donc, et en plus, ces réformateurs, ces gens libéraux, pro-européens, ont été battus déjà, en 2005. Donc, ils savent très bien qu'ils ne sont pas si confiants que ça, en réalité. Et donc, là, ils se disent, on n'arrive plus à réformer, parce qu'on est séparés, on va se réunifier. Donc, ils se réunissent, c'est très conscient, c'est très pensé, etc. Et c'est très cohérent. Effectivement, il y a plein de gens de gauche qui arrivent là. Les deux ministres qui ont mené la répression des Gilets jaunes sont issus de la gauche, dont le héros de la lutte antifasciste en PACA, c'est-à-dire M. Castaner, rappelez-vous. Eh bien, ensuite, on a et les gens de droite. Tout ça est cohérent. C'est les gens que j'ai connus à Sciences Po. Je raconte ça souvent, mais j'ai fait
les 50 ans d'une copine que j'avais connue à Sciences Po. Moi, j'ai une forme d'esprit sans doute un peu comme la vôtre. C'est que je ne me souviens pas forcément du prénom des gens, mais je me souviens très bien de leur opinion politique il y a 30 ans. Et je me rappelle que c'était les gens de gauche et de droite qui étaient dans cet anniversaire qui avait lieu en 2017. Et donc, forcément, on parle politique, et tout le monde avait voté Macron au premier tour. Et c'était en septembre 2017, c'était la joie de la réconciliation, c'était presque beau à voir. Et de leur point de vue, ils n'avaient pas tort, d'ailleurs. Ils n'avaient pas tort. Et donc, on a cette forme politique, on a une idéologie qui est très claire, une idéologie cohérente, reliée par toutes sortes d'intellectuels, organiques ou pas, je n'ai jamais bien compris cette notion, mais, et qui donc, c'est une idéologie libérale, européenne, vaguement individualiste dans sa formulation et pas dans sa réalité, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est très... Et puis, il y a une sociologie qui est donc, ce qui m'a semblé être cette classe managériale, une bonne partie des retraités. Alors, pour essayer de comprendre ça, j'utilise Marx, c'est là où il faut en venir, je crois. Donc déjà, dans ce bouquin, j'essaye de revenir, mais je ne vais pas vous faire... L'avantage aujourd'hui, c'est quand vous parlez du marxisme, c'est vous passez rapidement pour quelqu'un de très calé, parce qu'en fait, ces notions-là ont totalement disparu, en réalité, sont très très mal comprises. Et en plus, elles sont particulièrement mal défendues par ceux que l'on croit être marxistes, c'est-à-dire les mouvements de gauche. Moi, ça fait très longtemps que j'ai toujours été frappé par le fait que les partis communistes développent des idées, des concepts qui généralement n'ont rien à voir avec le marxisme. La France insoumise, c'est affolant, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on a plus, il y a des raisonnements marxistes plus cohérents à droite qu'à gauche en réalité. Et c'est frappant. Et on a les gens que je connais dans ces mouvements-là, la plupart, sinon l'immense majorité, n'ont plus aucune notion de marxisme. C'est-à-dire qu'ils portent peut-être Marx sur leur t-shirt, mais quand on porterait Che Guevara, ils ne voient plus de tout ce que c'est. Il n'y a plus de transmission qui est faite, tout est mélangé. Donc j'essaie de remettre au goût du jour cette notion dont on m'a appris dans toutes mes études, et ensuite à me défier, c'est-à-dire la notion de classe sociale, qui bien sûr n'existe pas, ou plutôt n'existe plus dans l'esprit des gens. On ne sait pas pourquoi ça existait un jour, maintenant ça n'existe plus. Donc je rappelle ce que c'est, classe sociale pour soi, classe sociale en soi. Donc je rappelle aussi que dans les sondages, comme il y a quelques sondages qui sont faits sur la croyance dans la notion de classe sociale et le rattachement à une classe sociale, que c'est les cadres et la France d'en haut plutôt, si j'ose exprimer en termes, enfin vous comprenez ce que je veux dire, mais qui se reconnaît avec la classe sociale. Et qu'en réalité, plus on va vers le bas de la société en termes, moins on reconnaît classe en soi, qui existe largement au sommet de la société. Et à mon avis, c'est écrit après les Gilets jaunes, une forme de prise de conscience des travailleurs pauvres du privé de leur destin commun à travers cette mobilisation et ce conflit à l'égard du macronisme. J'essaye de développer également, excusez-moi, je vais expliquer quelques notes quand même, de rappeler aussi qu'une classe sociale, ça aussi ça a totalement disparu de l'esprit des gens. Une classe sociale, c'est pas une pyramide, enfin que la construction par classe d'une société, c'est pas une pyramide de revenus comme la littérature anglo-saxonne, mais que ça tient essentiellement, je parle sous votre contrôle, vous contredirez tout à l'heure, ça tient essentiellement à l'origine du revenu. Donc la célèbre distinction, rente, salaire, profit, et j'essaye d'appliquer ça. Voilà, je rappelle tout cela. Et ensuite, j'ai la notion de vote de classe. Ça, j'essaye de l'appliquer à la situation présente. Alors je prends un bouquin qui est assez simple et très, très parlant, qui est bien sûr le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Et donc j'y suis allé carrément, hein. J'ai commencé chaque chapitre par une citation du 18 Brumaire, donc voilà. Mais comme maintenant, c'est tellement déconnecté, si vous voulez, de toute notion de militantisme, etc., que je pensais que moi, ça allait être éliminatoire, mais pas du tout. J'ai eu le prix des députés, ça a été repris en Paris-Match, partout, etc. C'est un genre littéraire, d'ailleurs Alain Minc qui a écrit Ma vie avec Marx, je crois, récemment. Donc c'est assez ah, j'étais persuadé, moi. Et mon épouse qui travaille dans le marketing m'a dit non, tu devrais le faire, c'est une bonne idée, ça, en fait, tu as fait un fil rouge dans ton bouquin. Je dis bon, très bien, on y va. Allez, une logique un peu de kamikaze, on y va, mais pas du tout. Les gens étaient ravis en fait. Et donc, je prends le 18 Brumaire et je me permets donc de rappeler un certain nombre de choses. Et pour les retraités, c'est une catégorie très importante qui est définie par son statut et l'origine de son revenu, c'est-à-dire le travail des autres et la capacité aussi de l'État à emprunter. Ce rapport très particulier qu'ils ont au travail et très particulier qu'ils ont surtout à l'exécutif. Je me suis servi, un chapitre dont je suis assez content, j'ai fait une analogie assez poussée qui n'est pas seulement un jeu de l'esprit avec ce que raconte Karl Marx sur les paysans parcellaires dans le 18 Brumaire.
Et il me semble que ça correspond assez bien, pour y revenir si vous voulez, à la situation des retraités actuels, et que ça rend assez compte de leur comportement électoral, et notamment du fait qu'ils délèguent massivement leur pouvoir, enfin leur suffrage, à l'exécutif, un exécutif fort représenté par Emmanuel Macron. Donc vous comprenez l'analogie, je ne vais pas la développer par respect pour notre chef de l'État. Et donc voilà, donc j'essaye de voir un petit peu la correspondance qu'on peut faire, explorer le monde des cadres comme classe, le monde des retraités, et puis également la construction via les Gilets jaunes, notamment, et via le conflit avec le pouvoir, la logique antagoniste qui aboutit à une certaine forme de prise de conscience de soi par ces catégories populaires. Mais là, je ne développe pas trop, je suis essentiellement sur le bloc élitaire et j'évoque un peu en passant le fait qu'un bloc populaire peut se constituer par simplement une relation antagoniste, une spirale comme cela, amorcée avec Emmanuel Macron. Et l'idée qui me paraît quand même assez forte, qui est développée dans justement une citation que j'aime bien, si je peux plus me permettre, de Karl Marx, un excellent auteur. Donc l'idée que Emmanuel Macron est à la fois une formule très séduisante pour les classes dominantes, mais en même temps est une formule d'une trop grande transparence. C'est-à-dire que tant qu'on était dans le jeu de la gauche et de la droite, cette alternance unique, pour reprendre l'expression de Jean-Claude Michéa, c'était très fonctionnel finalement. Sauf que ça s'est vu. Et puis peu à peu, quand même, avec la montée d'une tierce force, ça affaiblissait le pouvoir pour mener ces réformes et ça devenait beaucoup moins fonctionnel qu'auparavant. Et que là, donc, en quelque sorte, la bourgeoisie, pour dire les choses clairement, a été obligée de se représenter elle-même. Et le capital, pour le dire encore plus clairement, s'est représenté lui-même en la personne du président de la République. Si vous prenez quand même un banquier d'affaires, et là, vous rappelez la phrase de Karl Marx, c'est pas dans le 18 Brumaire, c'est dans les luttes de classe en France, me semble-t-il, quand il évoque 1830, au début des luttes de classe en France. Et j'ai oublié le nom de ce baron, pourtant c'est la rue qui jouxte le Figaro, c'est assez marrant. Et donc à un moment donné, il y a vous ne voyez pas de quelle phrase il s'agit, c'est en quelque sorte un baron d'affaires de l'époque, enfin un banquier d'affaires de l'époque, je pense que quel est son nom, je crois que je retrouverai, qui amène celui qui va devenir Louis-Philippe, qui doit être le duc d'Orléans, c'est ça, non? Duc d'Orléans, sans doute, qui l'amène comme ça en calèche, et qui traverse Paris, qui vient d'être insurgé, et il dit en quelque sorte... Enfin, la vérité de la Révolution venait d'apparaître en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il va abder, et c'est ce baron qui trouve solution, ce banquier qui trouve comme solution justement Louis-Philippe pour l'imposer. Donc ça c'est, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? J'ai vraiment perdu le fil de ma pensée, donc j'en suis désolé, mais je n'ai pas trouvé ce nom-là, c'est agaçant. Et oui, pour vous dire simplement que là on est dans une forme de Jusqu'à présent, quand j'étais jeune, mon grand jeu, évidemment, c'était de dire, vous savez, derrière les hommes politiques, etc., il y a en faire des forces économiques, en fait, ils sont choisis par... Là, on a perdu notre boulot, parce que là, le type, il vient de la banque d'affaires. Il est entouré uniquement par ses amis, etc. Mais ça c'est à la fois... Bon, ça donne une force propulsive aux réformes et à toute une série de transformations de la société, qui est annoncée clairement par Macron, y compris dans son bouquin Révolution, qui reprend à son compte, au fond, le programme que prête à la bourgeoisie et à la bourgeoisie du capitalisme de l'époque capitaliste, Karl Marx dans le manifeste du Parti communiste, c'est-à-dire effectivement mettre à bas en quelque sorte tous les tabous, toutes les barrières, y compris morales, y compris religieuses, y compris traditionnelles, au développement du capitalisme. Donc c'est ahurissant de proximité par rapport à ce qui est raconté par Karl Marx dans le manifeste du Parti communiste, tout cela. Très bien. Mais c'est un problème, c'est très visible. C'est-à-dire que ce jeu d'apparence qui avait lieu, là c'est la vérité des prix, c'est-à-dire que personne ne peut se mentir. À mon avis, on ne comprend pas la détestation dont fait l'objet dans certaines catégories de la population. Il y a aussi Emmanuel Macron, sans voir que cette correspondance entre la domination politique et la domination économique
se montre sans phare. Plus personne ne peut se mentir, en quelque sorte. La gauche et la droite, c'était pratique, parce qu'on pouvait se mentir. Et on aime bien se mentir. Et échapper à sa responsabilité. Là, on est confronté au réel. Et d'ailleurs, les gilets jaunes n'ont pas de débouché, enfin les gens qui vont faire les gilets jaunes n'ont pas de débouché politique. Ils sont obligés de descendre dans la rue et d'affronter, etc. Ou de soutenir, c'est pas si nombreux non plus, mais enfin de soutenir tout cela. Parce qu'ils sont laissés seuls, ils sont seuls. Et ils sont confrontés, et d'ailleurs c'est pour ça que le mouvement est soutenu, à un pouvoir social et politique qui avance totalement démasqué. Ça, et donc, oui, c'est la citation de Karl Marx que je ne me résiste pas à vous citer, c'est à vous de lire. C'était le sentiment de leur faiblesse qui les faisait trembler devant les conditions pures de leur propre domination de classe et regretter les formes moins achevées, moins développées et par conséquent moins dangereuses de leur domination. Ça, c'est vrai pendant les 2 premières années du quinquennat, où effectivement, on a réforme sur réforme, et on a 2 phénomènes. D'une part, cette montée des antagonismes, mais en même temps, l'absence de toute, pour prendre ce terme que je déteste, toute convergence des luttes. Qui, à mon avis, n'a jamais existé, mais ça, je ne demande qu'à vous, qu'être démenti. Grosso modo, quand les Gilets jaunes manifestent à Paris, il y a, en novembre-décembre, il y a peut-être quelques personnes de gauche, mais moi, je ne reconnais personne, en tout cas. Et on est une ville qui est entourée de facultés, etc. Je ne vois pas d'étudiants, sauf quelques étudiants nationalistes, et je ne vois pas de professeurs. Et d'ailleurs, la CGT va manifester le 1er décembre à République. Donc il y a quelques gens de la CGT qui sont là, mais enfin, il y a toujours des exceptions à toutes les règles. Mais enfin, globalement, ils ne vont pas. De la même manière, quand les gens issus de l'immigration ne sont pas là non plus, ils sont de leur côté, et quand il y a la réforme des retraites, les gens de la fonction publique, le 5 décembre, par exemple, 2019, j'observe ça dans la rue, etc. Bon, c'est des grandes entreprises publiques ou qui l'ont été, le monde de la fonction publique, tout cela, les gens de gauche, mais les autres ne sont pas là. Non, inversement, les autres ne sont pas là. Ça fait partie des contradictions dont on devra peut-être discuter. Et donc, j'explique, voilà, j'essaie d'expliquer aux gens que, parce que maintenant, il y a eu, à cette occasion, des Gilets jaunes notamment, et puis même, dès les premiers moments du macronisme, c'était trop énorme. Et donc, moi, j'écris beaucoup dans le Figaro, par exemple, mais dans le Figaro, tout ça, il y a pas mal de gens qui se disent, on est peut-être face à quelque chose, on se remet à parler de classe sociale, je ne sais pas si c'est frappant, et avant les Gilets jaunes, hein, parce que les gens sont confrontés à un truc où le vocabulaire habituel n'a plus lieu d'être, donc ils vont chercher ça. Sauf que comme plus personne ne connaît rien à ces histoires-là, dès qu'il y a un mouvement, une grève, etc., les gens croient que c'est la lutte des classes. Donc moi, je suis obligé de leur expliquer dans le bouquin que la lutte des classes, si on y croit, c'est un état permanent de la société. Et que donc, il peut y avoir un conflit de classe, par exemple. Mais que ce n'est pas la lutte des classes. Alors, il y a des jeunes gens, mais vraiment plein de bonne volonté, plus souvent issus de la droite que de la gauche, si vous voulez mon avis, mais qui commencent à prendre ce vocabulaire-là. Mais ils sont pas donc. Bon, il y a un petit côté manuel en disant attention, la lutte des classes c'est ça, le conflit de classe c'est autre chose, etc. Bon, donc je peux faire moins intéressant avec la dialectique aussi, les processus dialectiques, l'antagonisme, les contradictions, tout ça. C'est très facile de faire son malin parce que, encore une fois, cette syntaxe a largement, cette taxinomie ont largement disparu. Dans Bloc populaire, j'arrive à quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Parce que, d'une part, c'est écrit cet été, c'est écrit assez péniblement d'ailleurs. Le bouquin précédent, je l'ai écrit avec un plaisir absolu. Ça s'est très bien vendu d'ailleurs. C'est un très bon truc. Comme quoi il y a une correspondance. Lui, c'est moyen. Parce que je l'ai écrit dans un état moyen aussi. En me demandant à tous les jours si je décrivais quelque chose qui existait ou pas. Encore une fois, le bloc élitaire, j'avais l'impression de visiter un appartement témoin en quelque sorte. Hein. Voici le sous-sol, voici le truc, une maison. Et là, le bloc populaire, j'étais plus sûr de son existence quand j'ai écrit bloc contre bloc que quand j'ai écrit bloc populaire. En me disant, je vais me confronter. J'ai pas pu parler de ce qu'il y a en face du bloc élitaire. On y va, d'autant plus qu'il y a l'élection 2022 qui arrive. Alors, qu'est-ce que je fais là-dedans? J'essaye d'abord de rappeler ce que c'est que les classes populaires. En disant, voilà. Vous avez des catégories populaires, ça c'est les catégories de l'INSEE, ce qui est quand même, on a la chance en France, la plupart des pays européens n'ont pas ça, d'avoir cet outillage que sont les catégories INSEE. Nos pères en 54 ou 56, je ne sais plus, ont très bien travaillé, c'est-à-dire qu'on a quelque chose, moi je les ai testés, etc., avec les CSP, ils ont déjà raisonné largement aux milieux sociaux. Ça fonctionne, surtout quand on prend la nomenclature un peu plus détaillée, c'est vraiment remarquable. Je dis, voilà, bon, il y a les classes populaires, les CSP-, comme on dit, qui, voilà ce que c'est.
Je rappelle à cette occasion que c'est encore 47% de la population active, les ouvriers et les employés, qu'ils ont des points communs très frappants. Un même revenu, très largement ils se marient ensemble, c'est-à-dire le couple le plus fréquent en France, c'est un ouvrier marié à une employée, que par ailleurs, ils ont, tout ça c'est des trucs de l'INSEE accessibles, mais qu'il faut à tout prix rappeler. Je rappelle également dans quelle situation ils ont quand ils doivent transmettre, enfin quand ils meurent, l'héritage qu'ils laissent, qui est loin de les exposer aux droits de succession. Et de voir, notamment parce que les différences de revenus en France n'ont pas trop tendance à s'accroître, l'indice de Gini est assez stable, mais par contre les différences de patrimoine explosent. Donc c'est quelque chose de frappant. Et donc la propriété, comme vous savez, ça aussi c'est un mot qui est devenu presque inconnu dans le vocabulaire politique contemporain. La propriété, c'est quand même ce qui est le plus important. donc je fais déjà ce petit rappel, bon, c'est incontestable, pourquoi pas. Et pour montrer également que je suis un peu en guerre contre la notion d'archipélisation dont on a beaucoup parlé. Et je dis, mais c'est... Christophe Guyot aussi est un peu en guerre contre ça. Je dis, attention, oui, bien sûr, on peut distinguer sur les modes de vie, modes de consommation, ceci, cela, les pratiques culturelles, tout ce qu'on veut, mais enfin, la réalité écrasante, c'est qu'on a une masse énorme de gens qui partagent la même condition dans les salariats d'exécution. Et il ne faut pas croire, et simple fait de rappeler ces chiffres-là, déjà ça intéresse les gens, parce que je pense que ça apporte quelque chose, parce que c'est un propos qui ne se veut pas militant. Regardez d'ailleurs la couverture, qui n'est pas un révolutionnaire. Hein. Et donc, et qui froidement essaye de dire voilà ce qu'on a sous les yeux. Si on additionne, si on ajoute à ces deux catégories employées, donc 20% de population active, non, 27 ouvriers, 20%, quelques points encore de petits indépendants, petits artisans, que d'ailleurs Karl Marx, je crois, intégrait aux classes populaires. C'était pas, d'autant plus qu'à l'époque, le salariat était quand même assez balbutiement. Donc, ces gens-là qu'on a vus très largement, là, pour le coup, dans les Gilets jaunes, qui sont souvent indépendants parce qu'ils ont été virés il y a quelques années auparavant, et qui bricolent, qui essayent de subsister, souvent avec en plus un client unique. Donc en état de dépendance, qui n'est pas loin de rappeler les canuts lyonnais, eh bien on arrive à une population importante. Première chose, je rappelle également que quand même ces gens-là, c'est quand même pas loin d'une classe en soi, parce qu'il y a deux choses, et c'est là où ça devient plus compliqué, plus gênant. C'est que vous avez d'une part, ces gens-là ont une régularité de réponse dans les sondages très forte, très grande proximité. C'est eux qui s'opposent massivement à Emmanuel Macron, en permanence. Ils font pas le yo-yo, il y a des catégories qui font un peu le yo-yo. Non, non, eux, ils sont clairement dans une opposition frontale avec le pouvoir en place. Ça dit quelque chose quand même. Par ailleurs, ces gens-là soutiennent certains mouvements sociaux, et puis ces gens-là votent. Et contrairement à ce qu'on dit souvent à la France Insoumise notamment, l'abstention n'est pas le premier parti des ouvriers. L'abstention n'est pas si importante à la présidentielle chez les ouvriers, 29%. En moyenne, c'est 22%. Or, ce qui est important, et ça c'est plus gênant pour la plupart des commentateurs, et notamment des sociologues, qui aiment bien les ouvriers, qui n'aiment pas trop Macron, mais ils n'aiment pas non plus le Front National. Ce qui fait que quand l'ouvrier vote Front National, c'est qu'il se trompe. Comme on dit à l'extrême gauche, c'est quoi un ouvrier qui vote Front National? C'est un ouvrier qui se trompe de colère, je crois, un truc comme ça. Enfin bon, on peut inventer toutes sortes de formules pour se faire plaisir. Non, mais c'est facho et fâché. Oui, c'est facho, fâché, etc., machin. Et donc, quand vous écrivez un bouquin, c'est intéressant parce que vous êtes obligé de lire beaucoup de bouquins. Et notamment, j'ai gardé les contacts avec la sociologie, enfin les gens de mon époque, qui sont tous de gauche, évidemment, et qui écrivent, et beaucoup de gens, mais de qualité. Enfin, il y a des imbéciles, mais ceux-là, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Mais là, j'ai trouvé des sociologues vraiment qui font un travail formidable, notamment la sociologie des classes populaires. Celui qui a écrit l'histoire des ouvriers en France, comment s'appelle-t-il? Enfin, tout ça, c'est une biographie. Il y a plein de gens de valeur, un mec comme Patrick Lehing, etc., des gens qui écrivent vraiment des choses intéressantes, qui, eux aussi, ont tendance plutôt à dire, au départ du bouquin, les classes sociales, ça existe encore, les ouvriers, les employés, ça existe encore, etc. Puis à un moment donné, à la fin du bouquin, tous les bouquins sont construits à peu près pareil, ils arrivent au vote. Et là, donc le vote de classe... Et puis là, ils arrivent devant un mur, c'est que Marine Le Pen aurait été élue par 54 ou 56% des voix s'il n'y avait que les ouvriers qui votaient. Ça, c'était en 2017. Aujourd'hui, avant le phénomène Zemmour, quand j'écris le bouquin, grosso modo, début printemps, fin début de l'été plutôt, c'était 48%, 50% des ouvriers qui votent au premier tour. Je vais aller chercher dans les archives, le bouquin de Marty, tout cela. Jamais le Parti communiste a fait un score pareil chez les ouvriers. Jamais.
et dans une population ouvrière où la présence de gens issus d'immigration extra-européenne est importante. Donc, je ne parle pas encore de vote de classe, mais comme homogénéité du vote, comme alignement du vote, c'est incroyable. Les employés, c'est moins, mais c'est quand même considérable, très considérable. Je ne vous parle pas des petits artisans, etc. Donc vous avez un vote. Alors là, c'est l'objet de pages, moi je trouve rigolote, mais certains trouvent ça déplaisant, mais où je regarde, là les sociologues, c'est l'affolement généralisé, c'est-à-dire que dans ce cas-là, ils sont embêtés. Ils sont embêtés, alors ils disent oui, mais c'est pas vraiment des ouvriers. J'essaye de montrer dans le livre que c'est non, c'est vraiment des ouvriers, même si on raisonne en fonction. Ce qu'ils disent, c'est les franges du monde ouvrier ou du monde des employés. Non, si on raisonne selon la méthode des attributs ouvriers ou attributs, il y a quelques études là-dessus. Non, c'est le noyau dur. Enfin, c'est tout le monde, enfin, il n'y a pas de différence là-dessus. Qu'est-ce qu'ils racontent encore Enfin bref, à la fin des fins, ils arrivent tous à la même conclusion, c'est que ces gens-là se trompent, et puis certains développent. Moi, j'ai lu un bouquin de la Fondation Copernic, quand même, dans lequel il est écrit que, au fond, ça nous renvoie au problème de la compétence politique des ouvriers, qui ne savent pas exactement, mais alors, il y a des citations, c'est sourcé, savent pas exactement, parce que ils sont devant un phénomène de dissonance cognitive, et ils ont envie de dire du bien du populo, mais ils n'ont pas envie, mais ils n'aiment pas le Front National, donc ils sont là-dedans, et voilà. Donc, moi, je rappelle quand même que l'expression la plus pure du vote populaire actuellement, c'est le vote vers le Rassemblement national et Marine Le Pen. Je n'aurais pas dit ça, il y a 12 ans, mais, enfin, je n'aurais pas dit ça parce que ça ne s'observait pas, mais désormais, ça s'observe. Que par ailleurs, la France insoumise, ça c'est un bouquin précédent, c'est largement disqualifié en refus sur la question de l'immigration, que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas voulu traiter ou qu'ils ont traité par slogan. Donc, on pourrait y revenir si vous le souhaitez. C'est une partie les plus sensibles de mon propos. Et vous avez ensuite, mais en tout cas, vous avez un déni universitaire et un déni politique de cette orientation du vote populaire vers le Rassemblement national, qui est quelque chose d'assez ahurissant. Là encore, enfin bon, je n'ai pas venu avec des chiffres, mais ça continue actuellement, c'est véritablement le... Et donc, peut-il exister un bloc populaire? Un bloc populaire, c'est évidemment, vous avez bien compris qu'un bloc, enfin vous savez, un bloc historique, enfin, les classes sociales, ce ne sont pas les catégories sociales au lycée, mais un bloc historique, qu'on qualifie d'élitaire ou populaire, ce n'est pas quelque chose qui est assimilable au vote des catégories sociales. Il peut très bien y avoir un vote, un alignement très orienté de je sais pas moi, des cadres, sans que ça forme forcément un bloc élitaire ou un bloc, je sais pas quoi, un bloc bourgeois. Il faut bien qu'il y ait une volonté de construire quelque chose qui dépasse le clivage gauche-droite, etc., et qui rassemble les... Enfin, c'est ce que raconte Gramsci sur le bloc historique qu'il avait eu du XIXe siècle en Italie, celui qui a fait le Risorgimento. Il faut bien qu'il y ait une volonté politique d'arrimer plusieurs catégories sociales derrière une forme politique et au service d'un projet. Le projet de la bourgeoisie italienne que décrit Gramsci pour son bloc historique, c'est la constitution d'un marché unique italien, et c'est-à-dire la construction nationale. En termes plus romantiques, on va appeler ça le Risorgimento, et avec l'alliance de la bourgeoisie industrielle du Nord et des catégories archaïques de propriétaires fonciers du Sud. Et bon, on a tous lu ça, et puis on a tous vu Le Guépard, c'est très bien expliqué. Donc voilà. Et que Macron, c'est très clair. Sauf que le paradoxe, c'est que, alors que le bloc historique de Gramsci s'était soudé par un projet de construction nationale, le bloc élitaire d'Emmanuel Macron est lié par un projet de déconstruction de l'échelon national. C'est un projet post-national européen et d'abandon de souveraineté. C'est très clair. S'il y a une double souveraineté européenne et nationale, c'est qu'il y en a une qui est en trop. Si on va bien. Et pour ceux qui n'ont pas compris, on va changer le drapeau sous l'Arc de Triomphe pour vraiment ceux qui ne veulent pas suivre, quoi. Donc c'est assez simple. C'est pas, voilà, c'est pas des... Encore une fois, Macron est totalement transparent. Donc vous avez donc effectivement cette construction qui est très claire d'un côté. Du côté du bloc populaire, c'est plus une virtualité, il y aurait mieux valu un point d'interrogation, parce qu'il faudrait qu'il y ait une volonté consciente de la part de la formation politique qui bénéficie du vote populaire de l'organiser, de construire un vote de classe. C'est plus un vote de classe subi, c'est plus, si j'ose dire, c'est plus une orientation dont on bénéficie, puis un politicien, homme ou femme, à la fin, quand il constate l'orientation d'une population sur son nom, pour le consolider, va prendre en charge certaines demandes.
Mais c'est pas, donc il n'y a pas d'équivalent avec le vote de classe qui profitait au mouvement, enfin, du mouvement ouvrier vers le Parti communiste ou le Parti socialiste. Mais enfin, vous avez quelque chose qui est à moitié, c'est pour ça que je dis inachevé, à moitié construit, avec c'est justement ce rassemblement du vote populaire sur une forme politique, en l'occurrence ce que propose le Rassemblement national, et une idéologie qu'on pourrait qualifier de souverainisme intégral. Est-ce que c'est une formule qui est véritablement construite? J'en suis pas sûr. Est-ce que c'est une formule qui permet de construire un bloc historique, c'est-à-dire un bloc qui prend le pouvoir? C'est encore plus douteux. Mais en tout cas, il me semble-t-il, ces deux blocs, qui représentent grosso modo à eux deux 50% de la population, me semblent polariser la vie politique française et la société. Entre les deux, il reste 50% de la population à peu près, qui se répartissent entre la gauche et la droite en termes électoralistes, qui conservent leur fidélité plus ou moins aux notions de gauche et de droite, et qui sont constitués essentiellement des classes moyennes, pour aller de manière extrêmement schématique, les classes moyennes liées à la fonction publique pour la gauche, les classes moyennes retraitées propriétaires pour la droite. J'espère avoir été suffisamment caricatural. Je ne crois pas qu'on puisse l'être davantage. Et donc, je vous remercie. Donc, voilà, mon petit exposé est terminé. Merci. Bien, les amis.